Chez moi. Super. À notre webinaire sur l'égalité des genres et la finance inclusive, investir dans l'autonomisation économique des femmes. Je suis Natacha Agbaumba et je suis chargée de programme autonomisation économique des femmes à la Fondation Batonga, basée au Bénin. Et j'ai le privilège aujourd'hui d'être la modératrice pour cet événement crucial qui explore les moyens de promouvoir l'autonomisation financière des femmes. À la Fondation Batonga, nous envisageons un monde plus sûr, plus sain et plus équitable dans lequel toutes les filles et les femmes peuvent s'épanouir. Et pour atteindre cette vision, la Fondation Batonga donne aux filles et aux jeunes femmes les plus difficilement accessibles les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour être des agentes de changement dans leur propre vie et celle de leur communauté. Comme vous le savez déjà, les femmes font face à des obstacles considérables pour accéder aux services financiers de base tels que les prêts, les comptes épargne et les assurances. Ces obstacles, qu'ils soient d'ordre économique, social ou culturel, entravent leur capacité à développer leur entreprise, à investir dans leur éducation et celle de leurs enfants et à contribuer pleinement à l'économie. Pour avoir une meilleure compréhension de ce thème que nous avons aujourd'hui, nous avons sur ce webinaire des expertes et experts dans leurs domaines respectifs. Je veux nommer d'abord Madame Huguette Aklogan-Dossa, qui est membre de la société civile béninoise. Elle a créé plusieurs organisations dont Social Watch Bénin, qui est une organisation de contrôle citoyen de l'action publique, de suivi et de mise en œuvre des ODD. Actuellement, Madame Huguette est présidente du réseau des femmes leaders africaines AWLIN, chapitre Bénin. Bonsoir, Madame Huguette. Madame Huguette, votre micro est fermé. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, Je Madame. salue Madame la modératrice. Je remercie Batonga pour cette belle opportunité. Et je salue les panélistes également. Je salue tous les participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Huguette. À la suite de Madame Huguette, nous avons Monsieur Louis Biao, qui est administrateur des banques et institutions financières de profession. Il a été directeur général par intérim de l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés et il est actuellement directeur général du Fonds national de la microfinance. Bonsoir, Monsieur Louis. Bonsoir, Madame la modératrice. Bonsoir à tous les panélistes. Je dirais bonsoir également à tous les participants à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Last, not the least, nous avons Madame Absa Gay, qui a été responsable régionale du programme de microfinance et chargée de programme principal pour 8 pays africains auprès du Bureau mondial du Hunger Project et du réseau CIP. Elle a consacré son travail à la finance inclusive et à la gestion de projets. Actuellement, nous avons le plaisir d'avoir Madame Absa comme chargée de programme autonomisation économique des femmes à Batonga, basée au Sénégal. Bonsoir, Madame Absa. Bonsoir Natacha, bonsoir également à tous les panélistes, Madame Huguette et Monsieur Biao. C'est un plaisir de partager ce panel avec vous et nous restons disponibles également pour répondre aux questions des participantes. J'espère que ce panel ou ce webinaire sera très fructueux pour les participants. Merci. Merci beaucoup, Madame Absa. Et comme je le disais à l'entame de ce webinaire, nous espérons avoir beaucoup d'inputs à la fin de ce webinaire. Et pour introduire ce webinaire, nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui la directrice exécutive de la Fondation Batonga, Madame Kodou Diao. Bonsoir.
Bonsoir, Natacha. C'est un peu Bonsoir. sombre. Bonsoir, Natacha. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs, les participantes et participants, les panélistes également. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème crucial de l'égalité des genres et la finance inclusive. Investir dans l'autonomisation économique des femmes. C'est nous, Batonga Foundation, ou la Fondation Batonga, qui organisons ce webinaire, mais à travers tous les réseaux avec qui nous travaillons également dans le cadre de nos voix comptes. Une initiative qui porte vraiment haut à l'eau. Oui, nous vous Il me semble entendons que très j'ai bien. été déconnectée pour un moment. Non, c'est bon. Donc, une initiative Nos Voix comptent qui vraiment porte haut la voix des activistes et des féministes dans le domaine de l'égalité des genres. Permettez-moi tout d'abord de partager avec vous la mission première de la Fondation Batonga. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui présents êtes familiers avec le travail que nous faisons, mais depuis 17 ans, nous sommes engagés dans une lutte inlassable pour l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles les plus difficiles à atteindre, vraiment celles qui sont hors des sentiers battus, en les dotant de connaissances et de compétences, leur permettant de devenir des agentes de changement positif et durable dans leur propre vie et au sein de leur communauté. Nous accomplissons cela à travers l'éducation, bien sûr, mais également à travers la formation et l'accès aux sources. À Batonga, nous croyons fermement que, excusez-moi, que j'ai un petit souci, hein. Donc, à Batonga, nous croyons fermement que l'autonomie économique est un pilier essentiel de l'égalité des genres et de la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans cette optique que nous avons choisi d'aborder ce thème aujourd'hui, en amont du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, il faut le rappeler, qui appelle donc à investir en faveur des femmes et à accélérer le rythme. Ce webinaire s'inscrit aussi dans la ligne droite de la 68e édition de la Commission sur le statut des femmes, la CSW 68, coordonnée par ONU Femmes, et dont le thème cette année est accélérer la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en s'attaquant à la pauvreté. Natacha vient de parler du rôle de l'autonomisation pour éradiquer la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective d'égalité entre hommes et les femmes. Le libellé même de ce thème est assez complexe et montre la complexité de la problématique. Donc, ce webinaire que nous avons organisé vise à mettre en lumière l'importance capitale de l'indépendance financière et économique des femmes et le rôle crucial de la finance inclusive dans cette dynamique. Nous sommes convaincus que la création d'opportunités financières équitables pour les femmes est non seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif pour un progrès socio-économique durable et inclusif. Le thème que nous abordons donc aujourd'hui revêt une pertinence particulière à l'heure où nous travaillons collectivement à atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unies. En effet, l'autonomisation économique des femmes est étroitement liée à plusieurs de ces objectifs, notamment l'éradication de la pauvreté avec l'ODD 1 et l'égalité des sexes, l'ODD 5, pardon. En investissant donc dans l'autonomisation économique des femmes, nous investissons également dans un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère pour toutes et pour tous. Dans ce contexte, nous souhaitons également explorer les perspectives futures liées à ce thème
Comment pouvons-nous tirer parti des avancées technologiques, par exemple, telles que les services financiers numériques pour élargir l'accès aux femmes à ces services financiers? Comment pouvons-nous encourager l'innovation et l'entrepreneuriat féminin pour stimuler la croissance économique inclusive? Quelles sont les implications de la finance inclusive sur la résilience climatique et économique des femmes? Et comment pouvons-nous adapter nos stratégies pour faire face à ces nouveaux défis? Au cours de ce webinaire, donc, nous aurons l'opportunité d'explorer ensemble les défis, les opportunités et les meilleures pratiques en matière de finances inclusives pour l'autonomisation des femmes, tout en mettant en lumière les actions de Batanga. Nous écouterons également des expertes et des experts partager leurs expériences et leurs perspectives. Nous espérons que cela inspirera des actions concrètes pour faire avancer cette cause cruciale. Ensemble, nous pouvons œuvrer à créer un monde où chaque jeune femme et chaque jeune fille a la possibilité de réaliser son plein potentiel économique. Je vous encourage donc à participer activement aux échanges, à poser des questions et à partager vos idées, car c'est ensemble que nous parviendrons à construire un avenir plus juste et plus équitable pour toutes et pour tous. Je vous remercie vraiment, sincèrement, pour votre engagement et votre participation à cet événement. Et je nous souhaite à toutes et à tous une session enrichissante et inspirante. Merci beaucoup. Natacha, je vous rends la parole. Merci beaucoup à Madame Kodou. Madame Kodou qui, dans son mot d'introduction, a réellement mis assez de lumière sur ce que nous attendons en fait de ce thème-là, ce que nous attendons des panélistes pour ce webinaire. Moi, je garde par exemple mettre en lumière l'importance de l'autonomisation économique des femmes nous permet de garantir un monde plus juste, plus sain et plus équitable. Donc, c'est sur ce mot que je voudrais réellement vous remercier, Madame Kodou, pour la vision, pour tout le sacrifice que vous faites en fait et que vous ne cessez et ne cesserez de faire avec nous pour avoir ce monde, cette vision-là que nous avons au sein de la Fondation Batanga. Merci à vous, Madame Kodou. Merci, Natacha. Bonne séance. Merci. Donc, je viens vers vous, chers panélistes. Et ma première question s'adresse à Monsieur Louis. Et cette question-là, c'est sur les services financiers inclusifs. Monsieur Louis, dites-nous, est-ce que vous pensez que les services financiers inclusifs peuvent-ils contribuer à réduire les écarts économiques entre les hommes et les femmes? Et quelles sont les principales barrières à surmonter pour assurer un accès équitable à ces services? Merci beaucoup, Madame Natacha. Merci pour ce décor qui a été lancé par la directrice exécutive de Batanga. Bonsoir à toutes les panélistes qui animent cette session avec moi. Mais vous convenez avec moi que je suis en minorité et la question d'égalité dont vous avez parlé, qui est un thème crucial, est déjà déséquilibrée. Lorsque j'ai en face de moi Madame Aplogan, Madame Gay, et je suis le seul, vous voyez que l'égalité n'est plus réalisée. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je me sens seul, homme, face à deux grandes figures, quand même. Et je vais dire, Nagadef à Madame Gay, puisque le Sénégal, c'est une histoire pour moi. Magnifique. L'OBS. Dara besul, yow ya bes. Ah, d'accord. OK. C'est un plaisir également pour moi d'être sur ce panel avec Madame Aplogan, que j'espère c'est une opportunité pour moi de la revoir. Et je la remercie pour ce qu'elle fait dans le cadre de ces différentes activités. Pour revenir à votre question, je dois dire que les écarts économiques que nous constatons entre les hommes et les femmes, c'est d'abord avant tout pour qu'on puisse réduire ces écarts,
de permettre de façon systématique dans nos contrées, lorsque je prends l'Afrique, de permettre avant tout aux femmes, en sus de ce rôle qui est mal évalué, qui est mal valorisé, qu'est le ménage, que la femme puisse mener une activité génératrice de revenus. Sur d'autres cieux, le ménage, l'éducation de la famille, c'est-à-dire l'éducation des enfants, est beaucoup plus valorisée. Chez nous, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas l'importance. On comprend l'importance, mais la valorisation pose un problème. La femme travaille 24 heures sur 24, même si elle ne mène pas une activité qui procure directement des ressources financières. Ça, c'est une réalité parce que nous sommes dans un régime patriarcal et il faut y tenir compte. Mais en sus de cela, et au regard de l'évolution que nous connaissons de la vie, il est impérieux, et j'insiste là-dessus, que quelles que soient les occupations liées à la famille, au ménage que réalise la femme, que la femme puisse mener une activité qui lui procure des ressources, qui lui procure des revenus. C'est très, très important. Sans cela, aujourd'hui, au regard des réalités que nous connaissons et que vous savez, il est très, très difficile de pouvoir parler d'autonomisation de la femme. On ne peut même pas parler d'autonomisation d'un être humain sans tenir compte de cette réalité économique. Pour être clair, si vous n'avez pas le minimum en termes de moyens financiers, je vais être encore plus parlant, ce n'est pas évident pour vous. Même si vous êtes un homme, à plus forte raison pour une femme, qui déjà, et là j'aborde le deuxième volet en termes de barrière, le poids de la culture. Le poids de la culture est un élément très important. Or, si nous ne savons pas gérer ce poids de la culture, on créera plus de conséquences négatives pour la femme. Et ça se voit de plus en plus. Ça se voit de plus en plus dans nos réalités, des femmes abandonnées, des femmes célibataires, des femmes pour des raisons culturelles. Mais également, nous avons également le poids de la religion. Et ça, c'est un autre aspect qu'il faut travailler, qu'il faut traiter avec délicatesse. Parce que tout en voulant l'autonomisation de la femme, si vous ne savez pas faire, on va briser des foyers. Et ça, c'est très important. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai fait de la microfinance, ça fait 20 ans. Depuis 2004, je ne fais que ça. Et quand je parle de la microfinance, c'est la microfinance de véritable proximité. Mieux, mes origines en sont un atout pour moi. Lorsque vous êtes issu d'un milieu modeste comme le mien, vous pouvez comprendre. Et donc, cette question d'autonomisation est une question primordiale. Mais dans son traitement, je vous invite parce que, et c'est par là que je vais commencer, vous me permettez d'ouvrir cette parenthèse, je voudrais sincèrement remercier la Fondation Batonga pour l'honneur qui m'a été fait de partager sur ce webinaire. Merci pour tout ce que vous faites au niveau de cette fondation. Mais l'une des questions cruciales qu'il faut régler, c'est comment faire ce lien
entre l'autonomisation et éviter que cette autonomisation n'ait pas de conséquences négatives pour la femme. C'est une question essentielle parce que lorsque nous voyons ce qui se passe devant nous, à un pourcentage significatif, je n'ai pas fait une étude et c'est pourquoi je préfère ne pas avancer des chiffres, mais je peux dire à un pourcentage significatif. Et lorsqu'on dit en statistique significatif, lorsque ça dépasse déjà les 5-10%, on peut parler de significatif. C'est à croire que l'autonomisation de la femme impacte négativement sur la consolidation du foyer. Et donc, pour moi, au-delà de la thématique qui est posée, c'est de faire en sorte qu'on puisse combiner cette autonomisation pour renforcer le foyer. Et c'est ce que cela devait être. Et parce que lorsque la femme travaille, lorsqu'elle est autonome financièrement, elle apporte beaucoup à l'homme. Elle apporte beaucoup au foyer. Elle contribue de façon significative. Parce que l'homme, quel qu'il soit, ne peut jamais tout faire à la femme. Et donc, pour moi, par rapport à cette question, oui, il faut faire tout pour que, en sus de ce qui n'est pas bien valorisé, c'est-à-dire tous les travaux ménagers que la femme réalise, il faut qu'elle ait une activité génératrice de revenus qui lui permet non seulement de contribuer, parce qu'on ne peut pas évaluer de façon systématique et globale ce qu'il faut pour faire tourner un ménage, un foyer. Et la femme, c'est ce qu'on lui donne, c'est avec ça qu'elle se débrouille. Elle se débrouille avec ça. Ça n'a jamais été, ça ne lui permet jamais de pouvoir combler. Elle y participe d'une manière ou d'une autre. Et donc, en menant cette activité générative de revenus, cela va permettre non seulement de stabiliser le foyer, mais cela va permettre également de contribuer à améliorer sa situation. Et donc, pour moi, si vous permettez, je vais juste terminer par là. Lorsque nous avons travaillé pour cette autonomisation, qu'est-ce qui est fait pour que cette autonomisation ne soit pas une conséquence négative par rapport à la stabilité du foyer? Voilà ce que je voudrais dire pour répondre à cette première question. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Nous avons eu plusieurs éléments déjà sur le premier volet de ce thème. Et là, ma deuxième question s'adresse à Madame Huguette. Madame Huguette, tout à l'heure, Monsieur Louis a parlé de quelques barrières. Et ces barrières-là, il a parlé du poids culturel et du poids de la religion. Il a également parlé du fait que l'autonomisation économique des femmes, qu'on doit y travailler de sorte à ce que cela n'ait de conséquences négatives pour la femme. Que pensez-vous de cette assertion et que pensez-vous en fait de ces services financiers que nous avons actuellement? Merci beaucoup. À mon tour, je voudrais saluer la Fondation Batonga pour toutes les initiatives menées et particulièrement sa fondatrice, ma grande sœur Angélique Kidjo, que j'ai eu l'occasion de voir à New York lors d'une session du CSW où elle était venue porter la voix de toutes les femmes en animant un concert à l'ouverture du CSW. Une fois encore, merci à elle pour cette belle initiative et merci à vous pour toute l'équipe de coordination et Madame Kodou en premier, à toute l'équipe et également à toute l'équipe de préparation de ce webinaire. Je voudrais sincèrement dire que M. Biaou a touché un pan très important de ce que l'autonomisation
des femmes pourrait apporter, bien que nous soyons dans le sens de l'évolution, d'amener les femmes à pouvoir trouver les ressources nécessaires, non seulement pour s'occuper de leur famille, mais également d'elles-mêmes. Quand cela se réalise, on peut dire, pour celles qui arrivent déjà à se l'approprier, quand cela se réalise, dans certains cas, on peut avoir ce que M. Biaou a évoqué. Mais dans la majorité des cas, nous pouvons dire que l'autonomisation des femmes permet à des foyers d'être stables. L'autonomisation des femmes permet à des foyers d'être stables. Une femme qui arrive à obtenir des ressources pour développer des activités génératrices de revenus, où elle travaille et le peu qu'elle reçoit lui permet non seulement d'entretenir sa famille, mais également de s'entretenir. Des fois même, elle s'oublie. Elle s'oublie au profit de la famille et au profit de la société. Monsieur Biaou a évoqué la question culturelle. C'est vrai que dans nos différents milieux, la femme ne doit pas être celle-là qui doit manipuler des ressources. Même quand elle a des ressources, elle doit les apporter, présenter à son époux, et c'est à l'époux de dire comment est-ce qu'on va utiliser les ressources à la maison. Ça, ce temps est en train de prendre du recul. Et depuis un certain temps, avec tout le travail que les organisations de la société civile font, que ce soit les ONG à la base, que ce soit les associations, même les groupements de femmes, on a commencé à conscientiser les hommes qu'amener sa femme à être autonome, c'est relever de 10% le niveau de vie de la famille. Quand je prends également le cas des religions dont il a parlé, moi je peux vous dire, je suis un cas typique, étant jeune femme protestante méthodiste, je suis également responsable des femmes à l'église et je puis vous dire que dans ce milieu, en dehors de la prière, nous formons également les femmes à savoir tenir leur foyer. La preuve, au niveau de l'Union des femmes méthodistes au plan national, un registre est fait pour accompagner les femmes après les prières. Et après chaque prière, il y a des thématiques que nous abordons. Comment tenir le foyer? Comment utiliser les ressources naturelles que nous avons? On nous apprend même à faire nos petits jardins pour ne pas trop dépenser en matière de maladies et autres à aller en pharmacie. Donc, sur le plan de la religion, je ne crois pas que la religion, en dehors du dogme, puisse aller contre l'autonomisation des femmes. Voilà un cas palpable que j'ai donné. En dehors de cela, l'autonomisation des femmes en général, quand on dit hommes et femmes, c'est tout le foyer debout. Et quand il y a compréhension entre les deux dans le foyer, et j'ajoute que si la femme est ouverte et elle arrive à partager toutes ses craintes, ses difficultés avec son conjoint, et si le conjoint comprend et accompagne, cela permet à la famille de tenir et d'être en équilibre. En dehors de quelques cas isolés que nous pouvons remarquer, qui sont des cas où ces hommes-là, excusez-moi du peu, n'ont pas été éduqués à ce que la femme est un être qu'il faut chérir, un être qu'il faut accompagner, un être qu'il faut garder avec soi pour qu'on puisse évoluer en famille et évoluer également dans la société. Donc, voilà ce que je voulais faire comme commentaire sur cette première partie abordée par M. Biaou, tout en disant que dans la société, le cadre mis en place et l'apport des uns et des autres pourrait aider la famille à tenir. Et si une famille tient, c'est que toutes les familles tiennent et c'est un État qui tient. Donc, il y a lieu de continuer
à renforcer les activités entrant dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Voilà ce que je peux dire pour le début de ce webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Aklongan. Je note que vous venez de dire qu'il est impérieux qu'on puisse travailler pour l'autonomisation économique des femmes, malgré les poids culturels. Et vous avez un tant soit peu refuté le poids de la religion que M. Biao a fait ressortir. Je m'adresse à Madame Absa. Madame Absa, vous avez eu le privilège de travailler avec beaucoup de groupements de femmes. Vous avez eu aussi le privilège de travailler dans une organisation en tant que personne chargée de la microfinance. Donc, avec les interventions de M. Louis et de Mme Huguette, on voit le poids, tout le poids en fait que la femme doit porter. On voit d'abord les activités non rémunérées où la femme 24 heures sur 24, M. Louis l'a dit, est en train à travailler. Ensuite, on voit le poids culturel. Et maintenant, si la femme arrive à faire des activités génératrices de revenus, on voit aussi le poids du foyer. Elle doit contribuer, elle doit donner de l'argent, elle doit s'occuper de ci et de ça. Je voudrais vous demander de nous parler un peu des barrières réelles qu'on identifie à l'accès au financement des femmes. Madame Absa. Merci Natacha et je suis très ravie d'entendre les deux interventions de M. Biao et de Mme Huguette qui ne sont pas contradictoires, tout au contraire. Et pour répondre peut-être à la préoccupation du poids des femmes et également des barrières qui sont imposées, les barrières auxquelles elles font face par rapport à l'inclusion financière. Je ne vais pas revenir sur l'aspect culturel qui a été évoqué. Évidemment, donc, dans nos milieux, nous avons certaines réalités culturelles, des réalités sociales également, où, par exemple, on dit que la femme ne doit pas épargner. Ça, moi, je l'ai vécu dans mon parcours. Il y a des ethnies, il y a des groupes à qui vraiment on interdit et l'accès. L'épargne est juste un produit, mais l'accès vraiment aux actions ou aux ressources financières. Donc, au-delà de ces barrières socio-culturelles, il y a également l'accès limité à la technologie. Les femmes n'ont vraiment pas accès à tout ce qui est information, technologie, pour pouvoir même prendre connaissance du dispositif qui existe et auquel vraiment elles font partie. Donc ça, c'est également une barrière. Et l'autre barrière, c'est le manque de documentation et même d'identification officielle. Des fois, les femmes sont confrontées à des problèmes de carte d'identité, de certificats de mariage, etc., ou en tout cas d'un certain nombre de documents qui leur permettent d'accéder aux infrastructures financières ou d'avoir accès à certaines ressources, comme ouvrir un compte bancaire, par exemple. Les inégalités dans l'éducation. Je pense que ça a été abordé tout à l'heure par mes prédécesseurs. Donc, l'éducation financière est vraiment un aspect crucial en parlant d'accès ou d'autonomisation des femmes. Il faudrait que les femmes comprennent d'abord pourquoi je dois investir, pourquoi je dois aller faire un prêt, comment le faire, comment négocier avec les institutions financières. Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont le droit d'y avoir accès? Je pense qu'il y a même des avancées dans ce domaine parce qu'auparavant, les femmes pensaient que la banque appartient aux hommes parce qu'il y a des demandes de garantie auxquelles elles ne pouvaient pas faire face. Et du coup, elles n'osaient pas, en fait, aller vers ces institutions pour bénéficier de ces appuis ou de ces ressources. Donc, ça, c'est une barrière. Et l'autre barrière, c'est les préjugés ou également les discriminations de genre dans le secteur financier. Donc, il n'y a généralement pas un traitement équitable ou des pratiques qui sont vraiment discriminatoires à l'endroit des femmes.
Et je pense que la microfinance, M. Biao l'a dit tout à l'heure, et je pense qu'il est mieux placé pour en parler après autant d'années d'expérience dans ce secteur. Et là, il est reconnu, je pense, mondialement, que la microfinance est un outil efficace de réduction de la pauvreté. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau pour favoriser, pour également faciliter l'accès des femmes à cet outil de lutte contre la pauvreté. Donc, ça, c'est les principales barrières qui, à mon avis, s'imposent vraiment à l'endroit des femmes et qui limitent véritablement leur accès à l'autonomisation. Merci. Merci beaucoup, Madame Absa. Vous gardez la parole. Tout à l'heure, vous avez relevé des barrières liées à la technologie, des barrières à la documentation, les femmes qui n'ont pas souvent les documents nécessaires pour accéder à tous ces services dont vous avez parlé. Et vous avez également parlé de la microfinance où on pense en fait les femmes, surtout dans les zones rurales, pensent parfois que ces services-là sont pour les hommes et non pour elles. Je voudrais que vous puissiez nous donner quelques initiatives de programmes quand même qui travaillent sur l'autonomisation des femmes et qui ont quand même prouvé que c'est possible. Donc, ces programmes-là, quand même, ces initiatives à succès sur l'autonomisation économique des femmes. Merci Natacha. En parlant d'initiatives comme exemple, je ne chercherai pas loin. Donc, je reste dans le domaine de la microfinance, qui vraiment, je pense, a beaucoup contribué à l'avancée fulgurante de l'entrepreneuriat dans nos régions. Quelle banque osait prêter à des pauvres? Et quand je dis pauvres, c'est déjà les femmes en premier et également à des personnes vulnérables qui ne peuvent pas répondre aux critères de choix ou aux critères de sélection des clients. Donc, je pense que cette microfinance a beaucoup aidé quand même en offrant des produits et des services à des coûts assez accessibles pour ces femmes et qui a également donné l'audace, je dirais bien l'audace à ces femmes d'aller vers les institutions financières. Parce qu'on ne voyait jamais une banque intervenir en milieu rural. On ne voyait jamais une banque prêter à une vendeuse de cacahuètes. On ne voyait jamais une banque prêter à des femmes qui faisaient du petit commerce dans les marchés. Donc, c'est grâce vraiment à cet instrument de lutte contre la pauvreté que même les banques classiques maintenant se disputent le terrain, se disputent la clientèle avec les petites institutions de microfinance. Je salue encore leur travail et ça contribue beaucoup à l'autonomisation, en tout cas à l'accès aux produits et aux services financiers. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, je parlerai également du travail que Batonga mène sur le terrain. Donc, en mettant en place des cercles de femmes dans des zones vraiment difficiles d'accès pour des groupes très vulnérables, marginalisés, avec un système de coaching qui permet à ces femmes au moins d'avoir accès à l'information. L'information est la base en tout. Les femmes qui sont dans des contrées très reculées, qui ne sont pas desservies ni en infrastructure, ni en électricité, ni en Internet, ne peuvent pas avoir accès aux mêmes informations que celles qui sont en milieu urbain. Et je pense que cette approche-là qui permet au moins à la femme d'être informée est un pas assez important qui pourrait amener cette femme à avoir accès aux infrastructures, avoir accès aux ressources, mais également à avoir accès aux opportunités qui peuvent s'offrir à elles. Donc ça, c'est un travail également que nous faisons dans nos régions, au niveau du Bénin comme du Sénégal. Et l'exemple également la plus parlante, c'est la digitalisation que nous sommes en train de mener au niveau de nos sacs. Donc, ce matin, je suis sortie d'une réunion avec nos équipes de terrain qui ont été déjà séduites à travers l'utilisation de tablettes pour faire une collecte de données sur le terrain. Et c'était vraiment une découverte pour ces personnes de prendre contact avec le digital. Et je leur disais que c'est juste un premier pas parce que la digitalisation également permet aux femmes de s'ouvrir au monde,
de voir que voilà, moi je suis femme, j'ai les mêmes capacités que celles qui vivent en milieu urbain. Donc je suis moi aussi capable d'être au même niveau que ces femmes-là. Donc tous ces éléments sont assez importants et favorisent une bonne autonomisation des femmes. Merci beaucoup à vous, Madame Absa. Vous avez donné beaucoup d'exemples d'initiatives et je note déjà l'éducation financière que les programmes au sein de Batonga prennent en compte. Je note également l'accès à la technologie qui était cité comme une barrière. Madame Huguette, tout à l'heure en parlant, vous avez dit que l'autonomisation économique des femmes permet de relever de 10% le niveau de vie des familles. Et Madame Absa a parlé en fait de toutes ces initiatives. En tant que présidente du réseau des femmes leaders, chapitre Bénin, je suis sûre que vous avez eu plusieurs témoignages déjà, vous avez rencontré plusieurs cas et vous avez initié beaucoup de choses. Parlez-nous un peu de ces initiatives à succès qui peuvent quand même aider ou bien qui aident déjà les femmes à avoir accès à cette autonomisation. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Je remercie Madame Absa qui vient de mettre le doigt sur cet instrument qui, depuis bientôt une trentaine d'années, permet de toucher la base. Et ce bel instrument également est utilisé dans notre cher et beau pays, le Bénin, à travers les microcrédits à l'AFIA. On ne va pas fermer les yeux là-dessus, ça c'est gouvernemental, mais ça permet quand même de toucher une forte couche au plan national, surtout à la base. Et on peut voir l'évolution de cet instrument qui est mis en place par le gouvernement passer à un montant plus élevé. En dehors de cela, nous avons plusieurs organisations de la société civile sur le terrain qui travaillent à travers des mécanismes de rassemblement de fonds entre les femmes elles-mêmes. Les femmes se retrouvent des jours de réunion, elles se cotisent et une ou deux ramassent les fonds pour aller faire des activités génératrices de revenus entre elles. Ça, c'est des initiatives entre les femmes elles-mêmes, encadrées par des organisations. Vous avez également des organisations qui se rapprochent des institutions de microfinance pour accompagner les femmes à la base, en dehors des programmes d'éducation financière et d'éducation à la vie familiale, et on les suit jusqu'à ce que ces femmes remboursent ces ressources et pouvoir bénéficier de plus de ressources, mais en évoluant, vous regardez un peu leur style de vie, vous sentez que les ressources mises à leur disposition permettent de changer également progressivement leur niveau de vie. Je voudrais, en dehors de la base, revenir un peu au niveau méso. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on s'occupe tellement de la base aujourd'hui qu'on oublie les femmes qui sont au niveau des micro et moyennes entreprises. Et ce sont ces initiatives-là que je veux mettre en exergue en parlant aujourd'hui de l'initiative du réseau AWEP, qui est une organisation de jeunes femmes ayant bénéficié de l'appui de l'ambassade des États-Unis qu'elles ont mis en place depuis bientôt 6 à 8 ans. Je les suis. Chaque année, ces jeunes femmes rassemblent des femmes entrepreneurs, les accompagnent et les amènent à quitter un point A vers un point B. Et elles ont même des coachs qui les accompagnent dans ce processus. Une autre initiative qui force l'admiration aujourd'hui, je crois qu'au Sénégal, on a le WIC Sénégal, Women Investment Fund. Au niveau du Bénin, on a créé également le WIFund. La présidente, c'est Madame Christiane Kodjo-Tossou. Women Investment Fund, aujourd'hui, un fonds mis en place par les femmes, pour les femmes, et elles ont lancé déjà au mois de novembre dernier le premier appel de fonds pour accompagner les femmes entrepreneurs à la base. Et je précise que le réseau des femmes leaders africaines que je préside a le domaine inclusion financière, et ce pourquoi j'ai cité ces deux organisations justement. Nous avons mis en place un partenariat entre AWEP, le WIFund et AWLIN
pour que le domaine inclusion financière, parce que Awlin est une organisation du faire-faire, nous allons descendre sur le terrain, mais nous allons accompagner les organisations qui sont déjà sur le terrain en regardant quoi? Qu'est-ce qui marche? On renforce davantage. Qu'est-ce qui ne marche pas? On va mener des recherches, trouver des solutions et permettre à ces organisations d'aller combler les trous de ce qui ne marche pas sur le terrain. C'est la grande question qui se pose. C'est dans ce cadre, justement, que nous avons organisé d'abord un premier webinaire pour voir l'importance de l'inclusion financière dans la vie des femmes entrepreneurs, que ce soit à la base ou au niveau méso, et avec AWEP et le WeFund et beaucoup d'autres organisations. Je veux citer également Awlin Tunisie. Nous avons fait un second webinaire maintenant sur des opportunités mises en place par nos États au plan régional et au plan national qu'on pourrait saisir pour accompagner davantage tout ce qui se passe au niveau de ces organisations, au niveau de nos pays. Je veux parler de la zone de libre-échange, la ZLECAF, qui est mise en place par nos États, qui aujourd'hui est une opportunité que nous devons saisir. Et Awlin Bénin, Awlin Tunisie et ces organisations que j'ai citées se préparent à pouvoir renforcer les capacités des femmes entrepreneurs béninoises. N'oublions pas que celles qui sont entrepreneurs au niveau méso utilisent les matières premières de nos femmes à la base qui produisent. Et si on renforce celles qui sont au niveau méso, c'est sûr qu'elles iront prendre les matières premières au niveau des femmes à la base. Et c'est le lien que nous voulons mettre en place au niveau du domaine renforcement des capacités des femmes rurales de Awlin et le domaine inclusion financière. Donc voilà un peu le lien que nous mettons en place, mais notons qu'il y a plusieurs organisations sur le terrain qui travaillent. Je veux citer par exemple le réseau des femmes entrepreneurs. Nous avons Madame Gladys Taweba qui est là. Elle travaille avec la Chambre de commerce et tout. Nous avons également le marché des entrepreneurs avec l'initiative Wanyi 229 qui a mené toute une campagne depuis 6 mois, est en train de faire le tour pour promouvoir les produits made in Bénin et pouvoir les mettre en exergue. Tout ça, c'est le lien entre les femmes rurales et également les femmes au niveau méso. Donc voilà des initiatives qui sont porteuses, qui donnent déjà des résultats sur le terrain, mais j'avoue que l'information, quand on détient l'information, on détient le pouvoir. Et ce que nous avons constaté sur le terrain, il y a plusieurs initiatives qui se développent, mais des initiatives qui ne communiquent même pas. Des initiatives qui ne se connaissent pas, alors qu'une initiative qui est bien développée, qui donne l'information à l'autre initiative, peut être la matière première de la deuxième initiative, peut être même une source d'écoulement des produits de la première initiative. Donc, voilà un peu ce que je puis dire à ce volet de notre discussion. Merci beaucoup, Madame Aklogan. Je note plusieurs initiatives que vous avez citées. Je note également la ZLECAF que vous avez énumérée tout à l'heure et les différents webinaires pour porter l'information en fait à ces femmes-là, puisque vous le dites, l'information, c'est le pouvoir. Donc, je pense également que là, je mets mon chapeau de chargé de programme au sein de la Fondation Batonga. Je note également que nous avons réellement des passerelles, des synergies d'action et que nous pouvons travailler ensemble, comme vous le dites. Merci beaucoup, Madame Huguette. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Je reviens vers vous, Monsieur Louis. Tout à l'heure, nous avons parlé de Madame Absa, dans son développement, a parlé de la microfinance comme produit, comme initiative quand même pour accompagner les femmes de sorte à ce qu'elles aient des activités génératrices de revenus durables. Que pensez-vous? En tant qu'expert dans ce domaine, c'est sûr que vous avez eu plusieurs leçons déjà apprises et que vous apprenez encore davantage ces leçons-là. Nous entendons souvent les femmes dire dans les zones rurales que quand elles ont assez, en fait parfois assez prêts, elles n'arrivent pas à payer, à rembourser. Puisque dès qu'elles prennent l'argent, peut-être en rentrant, l'enfant tombe malade. Et en tant que femme,
Vous imaginez, j'ai fait un prêt de 10 000 francs, je reviens à la maison, mon enfant souffre, et puis je vais dire que je dois garder nécessairement cet argent-là pour faire les activités génératrices de revenus. Donc, nous avons plusieurs de ces cas où, in fine, la femme qui prend ces prêts-là, ça devient en fait un problème pour elle lors du remboursement. Parlez-nous un peu de toutes ces leçons-là que vous avez apprises dans votre carrière sur ce domaine qu'est la microfinance. Merci beaucoup, Madame Natacha. Je voudrais véritablement et très sincèrement saluer les deux panélistes qui m'ont précédé par rapport à cette question. J'aurais bien voulu m'octroyer le privilège de commencer, mais je puis dire ceci, hein, elles ont tout dit, elles ont déblayé le terrain, elles sont allées dans les profondeurs insondables, même que je ne pourrais pas imaginer, et notamment Madame Aplogan, pour Madame Absa que je connais sur d'autres plans, je n'étais pas surpris, mais j'ai été agréablement surpris par tous les développements que les deux dames ont fait par rapport à cette question. Vous permettez, avant que je ne revienne sur cette question de remboursement pour quelques difficultés, que je revienne sur cette problématique. La microfinance, en termes de leçons apprises, je dirais après 20 ans, sans discontinu dans ce domaine, est une âme incontournable dans nos contrées pour véritablement s'autonomiser. Et j'irai loin, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes également. Et Madame Assal a si bien développé cela. Je le dirais de façon chose pour dire que la microfinance, c'est en fait l'âme létale pour contrer la pauvreté. Il n'y a pas une âme. Parce que quand on parle de pauvreté, c'est plusieurs outils pour contrer la pauvreté. Mais la microfinance constitue l'âme létale pour contrer la pauvreté. Et j'ai été surpris, avant qu'on ne commence ce webinaire, et de tout ce que Batonga fait et des montants en jeu. Et peut-être je vais poser des questions, vous allez m'excuser, notamment lorsque j'entends un certain nombre de montants. Et je comprends tout le développement que Mme Aploga a fait relativement à la maison. Mais pour dire que je ne sais pas si, et les panélistes, et tous ceux qui suivent ce webinaire savent que aujourd'hui, 24 février 2024, et 23 février 2024, il y a des femmes qui ont besoin de 5 000 francs CFA pour démarrer une activité génératrice de revenus. Qu'on soit au Bénin, que je connais bien, et qu'on soit au Sénégal, que je connais également. Et je remercie Mme Aploga parce que dans ses réponses, elle a cité en premier le microcrédit à la FIA. Et ce serait une insulte à mon gouvernement de ne pas en parler parce que je suis chargé de ce programme au niveau du Bénin. Je suis le directeur général du Fonds national de la microfinance qui pilote le programme du microcrédit à la FIA. Et je voudrais vous donner des chiffres. Le microcrédit à la FIA, c'est un microcrédit qu'on donne aux femmes, Madame Absa, au Bénin, qui va de 30 000 francs CFA à 100 000 francs. La première phase allait de 30 000 à 50 000 et la deuxième phase va de 50 000 à 100 000. La première phase continue, c'est-à-dire les deux phases sont en cours. On a démarré ce programme en 2020. Que dis-je? En octobre 2020. Mais au 31 janvier, on est à plus de 33 milliards débloqués pour les deux phases. Mais au 31 janvier, c'est plus de 500 000 personnes
Donc, 90% de femmes qui ont bénéficié de ce programme. Parce que le microcrédit à l'AFIA n'a pas de distinction en termes de sexe. C'est pour les hommes et pour les femmes. Mais il s'est fait que la réalité, c'est que les activités génératives de revenus sont plus portées par les femmes que par les hommes. Je dis bien 33 milliards. Je dis bien plus de 500 000 personnes impactées entre 2020 et 31 janvier 2024. Et lorsque j'ai entendu des montants 120 000, 600 et quelques mille, je me suis tenu la tête, je dis, mais c'est où on donne ça? Avec 30 000, on peut démarrer une activité génératrice de revenus et nous avons des cas de succès avérés. Parce qu'avant, le microcrédit à l'AFIA, il y avait le microcrédit aux plus pauvres. Et ça, je vais prendre Mme Aploga à témoin et elle peut vérifier parce que je sais que c'est une battante, une combattante. Elle est non seulement une battante, elle est une combattante. Elle peut vérifier de la société civile. Est-ce que vous savez qu'une dame à Perere a pris 30 000 en 2007 à Padme? Elle est dans le portefeuille de Padme. Elle est à 20 millions aujourd'hui. Et donc, nous avons des cas de success story. Nous avons des cas où la microfinance peut vous porter de zéro pour que vous deveniez un héros. Et le microcrédit à l'AFIA, qui est un programme du gouvernement qui est en cours au Bénin, est un programme qui fait des émulations. Le programme microcrédit à l'AFIA, que j'ai l'honneur de diriger depuis bientôt 2 ans, est un programme qui est en cours et nous faisons tout. Et ça prend en compte ces aspects que Mme Absa a abordés, notamment l'éducation financière, l'éducation digitale. Et pour que ce programme puisse aller dans les contrées les plus difficiles d'accès, on utilise le code ISSD. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un smartphone pour l'exécuter. C'est par le MOMO pour nous sécuriser, pour nous assurer que le crédit est allé vers les destinataires. Et donc, ce microcrédit à l'AFIA est un crédit d'apprentissage. Nous le faisons en partenariat avec les systèmes financiers décentralisés, c'est-à-dire les institutions de microfinance, qui, après les 2 phases, récupèrent la cible dans leur portefeuille classique. Comme le cas que je vous ai cité maintenant, vous savez que quand on parle de 20 millions, on ne peut plus parler de microcrédit de base. Et nous avons au Bénin des institutions de microfinance destinées pour les femmes. Madame Aplogan, elle doit vérifier cela. Je donne l'exemple puisque j'étais de l'autre côté pendant plus de 18 ans. J'étais à la tête de la supervision du secteur de la microfinance de 2010 à 2022, avant de venir au Fonds national de microfinance. La caisse mutualiste des femmes, qui prend en compte la cible dont Mme Aplogan cite en Bézo. C'est des femmes qui viennent pour aller en Chine, pour aller à Dubaï, pour aller ceci, pour aller acheter. Ce n'est pas des femmes qui demandent 2 millions, 3 millions, c'est des femmes qui demandent 15 millions, 10 millions, 20 millions, 5 millions. Bien que ce soit une caisse mutuelle des femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui vont prendre de l'argent là-bas, mais en majorité, c'est les femmes qui sont au niveau de cette institution. Et à 99%, le staff technique et les organes de gestion sont composés de femmes. Merci beaucoup. Mais je voudrais ajouter ceci, que ce soit au Sénégal ou que ce soit au Bénin par rapport à la question des petites et moyennes entreprises où on a besoin de montants assez élevés, il y a l'ADPME, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Nous, on s'est inspiré du Sénégal où l'ADPME est déjà valorisée. Mais pour revenir à votre question et pour répondre, pour ne pas échapper à cette question, en parlant de remboursement de cette femme qui, bon, au moment où elle devait rembourser l'enfant, ça, c'est des cas que nous trouvons, ce n'est pas seulement à leur niveau. Même la grande commerçante peut avoir des difficultés à un moment donné, mais elle va discuter avec l'institution partenaire pour pouvoir trouver les solutions et pouvoir s'en sortir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Louis, qui nous a vraiment détaillé en fait le monde de la microfinance, non seulement au Bénin, mais également au Sénégal, avec les différentes initiatives qui sont en cours et qui sont également passées. Avant de laisser la parole à Madame Absa qui a levé la main, je voudrais apporter quelques éclaircissements parce que Monsieur Louis a posé quelques questions parce qu'à l'entame, nous avions une vidéo où on parlait en fait de 120 000, 1 million. En fait, c'est une initiative de la Fondation Batonga et ça, cet exemple typique, c'est un exemple du Bénin où, au sein des communautés rurales les plus difficilement accessibles, nous regroupons les femmes en cercle d'affaires. Donc, par exemple, à la phase pilote, nous leur avons donné en fait 120 000 francs CFA et ces 120 000 francs, ce n'est pas pour une seule femme, c'est jusqu'à 25 femmes. Et ces 25 femmes-là, en fait, après une année d'activité, ont généré 1 741 000 francs de bénéfices. Donc, les 1 700 et quelques mille, il n'y a même pas le capital dans cet argent-là. Donc, c'était un peu pour donner plus de contexte à M. Louis. Ah, merci beaucoup, vous m'avez apaisé, madame. Merci, merci. Donc, Madame Absa, très rapidement, vous avez la parole parce que je ne sais pas si c'est une question. Oui, Natacha, c'est juste une question par rapport au programme à la FIA. Je voudrais savoir quel est le taux d'intérêt qui est appliqué à ces crédits. Monsieur Biao? Je peux répondre directement déjà, hein? Oui, oui, déjà, allez-y. OK. Le microcrédit à la FIA dans sa phase, dans sa première phase, qui va d'un montant de 30 000 francs à 50 000 francs, le taux d'intérêt, c'est sur 6 mois. C'est-à-dire le crédit est remboursable sur 6 mois, puisque c'est pour des activités génératrices de revenus, c'est 4% sur 6 mois, sur les 6 mois de remboursement. Mais dans sa phase 2, allant de 50 000, 1 franc à 100 000, lorsque vous prenez et que vous voulez rembourser sur 6 mois, c'est toujours 4%. Mais vous avez la possibilité de choisir la deuxième option de rembourser sur 10 mois, mais en ce moment-là, c'est 8%. Mais je voudrais aller loin pour dire que pour obtenir ce crédit, vous avez besoin seulement, si par exemple c'est 100 000 que vous voulez, avec 1 600 francs, vous avez déjà les 100 000. 400 francs pour les frais de dossier et 1 200 pour les frais d'assurance. Monsieur Biao va nous faire le plaisir de nous envoyer ces informations dans le chat pour qu'on puisse en faire profiter en fait à nos cibles. Donc, merci beaucoup, Monsieur Louis, pour toutes ces informations très, très pratiques. Nous avons plusieurs questions déjà et je vois beaucoup de mains qui sont levées. Cela montre que le sujet, le thème est assez alléchant et présente beaucoup d'intérêt. Donc, je vais me faire le plaisir de lire quelques questions déjà. Ensuite, je vais donner la parole à nos participants et participantes. Donc, déjà, je prends la question de Madame Rachidatou Boukari. Elle dit ceci: la violence économique étant une réalité dans les foyers et ralentit l'autonomisation économique de la femme, comment et que faire pour réellement finir avec ce fléau dans les ménages? Madame Huguette. Merci beaucoup. La violence économique dans les foyers. Vous avez suivi, lorsque j'intervenais la première fois, je disais qu'il faut nécessairement veiller à ce qu'il y ait une harmonie dans chaque foyer. Quand j'ai lu les termes de référence de notre webinaire, je voyais l'ODD 5, l'ODD 1 et l'ODD 5, et j'ai ajouté l'ODD 16, qui parle de la paix. C'est très important comment juguler les violences économiques dans les foyers. Je dirais que l'éducation est la base de toute chose. Que ce soit l'homme ou la femme, nous devons veiller à ce que les deux soient éduqués. En dehors de ça, si les violences s'installent déjà dans les foyers, il faut nécessairement que l'entourage puisse aider. Et ça me permet maintenant de dire que la femme ne doit pas vivre en vase clos. La femme ne doit pas vivre en vase clos. Elle doit avoir une communauté, si elle est religieuse,
elle doit avoir une communauté, si elle est militante, donc peut-être dans un groupement ou dans le quartier, on ne doit pas vivre en vase clos. D'autant plus que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et au moment où il y a les bas, qu'on puisse trouver des oreilles attentives à qui poser ces problèmes et voir comment est-ce qu'on peut être apaisé. Raison pour laquelle je parle de l'ODD 16. De donner des conseils à mes sœurs béninoises. C'est vrai que dans notre éducation, elle est introvertie, on nous dit, prenez garde, faites attention. Il y a tellement de précautions autour de notre éducation qu'en grandissant, on ne cherche pas à rentrer dans des cercles qui pourraient vous aider à pouvoir renforcer vos capacités, renforcer également votre développement personnel. Parce que les violences dans un foyer, quelque part, je n'accuse pas les femmes. Si vous savez comment les contrer, vous trouvez les mécanismes pour amener votre partenaire à ne pas être violent. À moins que celui-là ne soit un extrémiste violent. Donc, il y a des méthodes, il y a des techniques pour amener les femmes à savoir gérer ces violences-là dans les foyers. Mais nous avons constaté aujourd'hui qu'avec les situations économiques difficiles, les violences s'accentuent. Ça signifie quoi? Que dans un foyer, dès qu'il y a une constante qui bouge et qui n'est plus à sa place, c'est-à-dire qu'il manque de ressources dans le foyer, vous sentez la tension dans l'air. Et cette tension-là, c'est encore nous les femmes qui, avec notre ingéniosité, devrons amener nos époux, nos conjoints à pouvoir comprendre que nous étions peut-être à 300 000 dans le foyer et aujourd'hui nous sommes à 100 000 francs dans le foyer. Comment on s'organise pour que les 100 000 francs, même si ça ne nous suffit pas, on puisse tenir le foyer avec en attendant que les situations ne changent? Merci. Par rapport aux violences, voilà un peu les conseils que je voudrais donner, tout en demandant aux jeunes femmes béninoises, aux femmes béninoises et aux femmes africaines, d'autant plus qu'on appartient à des organisations qui travaillent également au plan africain, à savoir militer dans des organisations. Il ne faut pas vivre en vase clos, savoir développer ses capacités et surtout la confiance en soi. Merci, voilà un peu ce que je peux répondre à cette partie. Merci à Madame Huguette. La femme ne doit pas vivre en vase clos pour éviter en fait ces violences économiques, pour avoir une communauté qui puisse la soutenir. Nous laissons la parole maintenant aux participants et participantes et nous avons la chance d'avoir Madame Moussa Fatima avec nous. Madame Moussa, vous avez la parole. Allô? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Et je profite donc de cette occasion pour vraiment féliciter les organisateurs de ce panel et tous ceux qui ont intervenu pour leur communication aussi très brillante. Et je salue ma sœur Huguette, qui est vraiment une brave femme, une sœur qui a toujours plaidé pour la cause de la femme. Et le thème est très pertinent parce que qui parle de l'autonomisation de la femme parle vraiment de réduire surtout la pauvreté dans nos pays. Seulement, j'aimerais dire que par rapport au Niger, effectivement, toutes ces activités d'autonomisation et de domaine d'activité est au ralenti. Et nous avons aussi la MECREF qui fait office de microfinance pour les femmes, mais lié à ce que vous pour ces femmes. Quelque part, nous avons commencé à regrouper les femmes pour qu'elles soient autonomes. Mais maintenant, au vu de ces interventions que je viens de suivre, j'ai pu capter quelques exemples. Par exemple, le cercle d'affaires des femmes que tout à l'heure
Huguette expliquait, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir comment le Bénin a procédé pour ce cercle d'affaires des femmes, pour qu'on puisse prendre l'exemple du Bénin. Donc, j'ai posé une question avant d'avoir la parole. J'ai demandé de nous aider comment sortir de cette crise économique et comment amener les femmes aussi à être autonomes et indépendantes dans notre cher pays, le Niger, parce que beaucoup reste à faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Moussa. Cette question-là, je pense que je vais la laisser à Madame Absa. Donc, je reprends la question. La situation du Niger, tout est au ralenti. Qu'est-ce que vous nous proposez pour sortir de cette crise économique? Quelles sont les meilleures solutions de sortie parce que l'inclusion financière est très importante pour les femmes? Donc, Madame Absa. Merci Natacha, merci également à Madame Fatima Moussa. Une question assez complexe que vous nous posez et qui nécessite quand même tout un ensemble de solutions, un ensemble d'acteurs pour répondre à cette préoccupation qui est plutôt plus d'ordre politique qu'économique. Donc, pour ce cas précis sur l'autonomisation économique des femmes, nous avons quand même plusieurs stratégies, plusieurs approches et également plusieurs outils qui sont à la disposition des femmes en vue de leur permettre d'entreprendre et également de développer des activités génératrices de revenus avec les instruments qui sont à leur portée. Tout à l'heure, je vais en profiter pour un peu aborder la question de la crise économique au niveau des foyers, la violence économique. Donc, Madame Huguette l'a bien décrit, elle a vraiment apporté des solutions par rapport à ça, mais j'ajouterai également que la communication entre partenaires est importante et cruciale. Donc, la communication qui est également gage de transparence dans un couple, dans un foyer, pour discuter des activités, mais également engager les hommes et les garçons dans nos interventions. Donc, cette cible n'est pas une cible qu'il faut prendre à part, mais qu'il faut au contraire prendre comme allié pour accompagner nos actions, accompagner nos interventions et accompagner également les femmes et les jeunes filles avec qui nous travaillons. Merci. Merci beaucoup, Madame Absa. Madame Moussa, j'espère que vous avez eu réponse à votre question. Super. Donc, en attendant de donner la parole à la prochaine participante, je lis un commentaire rapide dans le chat. Ce commentaire est de M. Roger Saï qui dit « Chaque pays a sa réalité, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Nous suivons la mobilisation financière communautaire à travers les associations villageoises d'épargne et de crédit avec qui aujourd'hui sont devenues des associations de valorisation de l'entraide communautaire. C'est une véritable réussite de la mobilisation financière en Côte d'Ivoire. Nous voulons contribuer à la bancalisation de ces organisations communautaires de base. Il y a beaucoup à faire, juste un avis. Donc, je voudrais quand même rappeler à Madame Moussa que les cercles d'affaires, en fait, c'est un projet de la Fondation Batonga. Et nous travaillons en fait avec des participantes de zones vraiment rurales où nous les accompagnons avec tout un programme développé. Absa parlait de l'éducation financière. À part l'éducation financière, il y a l'inclusion financière également. Et cette inclusion-là, ça passe par des outils comme par exemple le Momo Saya. Au Bénin, par exemple, nous avons Momo Saya avec MTN, où les femmes en milieu rural ont l'opportunité, en fait, d'ouvrir des comptes épargne à UBA, dans la banque UBA, pour pouvoir sécuriser leur argent et retirer, faire des opérations au fur et à mesure. Madame Flogon, très rapidement, avant que je ne donne la parole à Madame Elisabeth. Merci beaucoup.
Je voudrais dire à Madame Moussa, c'est ma collègue du Niger, c'est la présidente de Aoulin Niger. Okay. Je voudrais juste placer un mot après la réponse de Madame Absa, qui a été très claire et nette. Chères sœurs, suivant tout ce qui se passe, je sais, et toi-même tu sais, qu'au niveau de Aoulin et de tout le réseau de toutes les présidentes, vous avez tout notre soutien. Dans ce cadre, comme Madame Absa l'a dit, c'est un sujet assez sensible, politique. Nous allons prier les membres de nos qu'ils nous aident à ce qu'on aille vers une situation paisible. Mais pour l'instant, sachez que nous, les femmes africaines, vous avez tout notre soutien. Ma chère sœur, voilà ce que je puis dire. Ce qu'on peut partager déjà, on va le partager. Et tu as très bien vu comment la Fondation Batonga répond. Et on pourra, je vois la directrice de Batonga Bénin qui te répond également à travers le chat. On pourra faire en connexion, hein, en évoluant. Merci encore, ma sœur, et courage à toutes nos sœurs du Niger. Merci beaucoup. Merci, Madame Huguette. Courage à toutes nos sœurs du Niger. Et j'en profite pour lire rapidement le commentaire de la directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin. Je cite, « Toutes les femmes d'Afrique doivent être solidaires avec les femmes des pays du Sahel. Sororité en action. » Fin de citation. Merci beaucoup à la directrice pays pour sa participation active à ce webinaire. Madame Elisabeth, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie. Je suis Elisabeth Atinekun, et conseillère communale à Soava. Je vous ai suivi de bout en bout. D'abord, merci à ces braves femmes amazones, spécialement à Madame Huguette, que j'ai eu la chance de passer un peu de temps, si je parle en ces termes, par le biais de Aoulin. J'ai eu à suivre des formations avec elle et beaucoup d'autres femmes. J'avoue qu'elle fait de merveilles au Bénin. Merci aussi au seul coq, au directeur Biao pour sa présentation tout à l'heure. Je suis de la commune de Soava et s'il faut intervenir, je vais plus opiner en allant vers les milieux ruraux. Alors, Madame la représentante de Batonga, Fondation Batonga, je crois que c'est ça. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il faut que les femmes se mettent en cercle d'affaires. Merci. Et que vous travaillez plus dans les milieux ruraux. Je voudrais vous solliciter, ou si c'est un plaidoyer, je voudrais que vous pensiez au milieu, comme au milieu, à Soava, où les femmes ne sont pas connectées aux réseaux sociaux, ne maîtrisent aucunement ces réalités, ne maîtrisent rien des internets, où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a rien, où les femmes ne maîtrisent rien. Nous qui sommes, je suis la seule femme au sein du conseil communal, la 4e mandature, Soava n'en a jamais eu, c'est la toute première fois d'ailleurs. Alors, nous faisons tout ce qui est de notre mieux, mais nous avons aussi besoin de vous. Madame Huguette, je vous sollicite encore cette fois-ci à Soava. On a plus besoin de vous dans ces milieux-là. Les réalités ne sont pas les mêmes. Nos femmes ont de difficultés à percevoir cette réalité de l'autonomisation, de l'autonomisation financière. Elles ont de mal et tout ce qu'elles font, je ne sais pas. C'est très difficile pour nous dans ma commune à Soava. Et la violence économique, n'en parlons plus. Et quand elle commence, et tu es sollicité après, Madame la présidente des affaires sociales, j'ai tel souci, aidez-moi. Tu les aides jusqu'à un niveau, c'est elle-même qui décline. Elle te dit, c'est mon foyer après tout. Je ne peux pas. Et puis, c'est toi qui es laissé pour compte. C'est très difficile. Il y a lieu de sensibiliser ces femmes, chères dames.
J'ai besoin plus de vous. Je parle du cadre général, mais spécifiquement de ma commune. S'il y a possibilité que d'une manière ou d'une autre, vous venez à mon aide, j'en ai besoin. Bisous à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Elisabeth. Votre plaidoyer n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je vais rapidement lire une autre question et donner la parole à Monsieur Biao de répondre en fait non seulement à Madame Elisabeth, mais à cette question que je trouve quand même fait office de question de Madame Elisabeth. Donc, la question vient de Madame Zara Fousseni. Elle dit, comment réellement faire passer l'information, comme on le dit, celui qui a l'information a tout. Comment imaginer encore qu'il y a encore des femmes qui cherchent 5 000 francs pour démarrer une activité avec toutes ces initiatives de microcrédit? Merci. Donc, Monsieur Louis, très rapidement, en attendant que je ne réponde que je ne lise quelques commentaires dans le chat. Merci, Monsieur Louis. Merci, Madame Natacha. Merci à toutes les intervenantes. Et je dois dire que les réalités, elles sont là, elles sont têtues. Et la précédente intervenante de la conseillère de Soava, je voudrais dire à ceux qui ne sont pas au Bénin, est à moins de 30 km de Cotonou. Et vous voyez les réalités dont elle parle. Et c'est les réalités vivantes de nos foyers, de nos contrées. Pour dire ceci, je vais donner des exemples simples, pratiques. Avec 5 000 francs CFA, je dis bien 5 000 francs CFA, on peut entreprendre. On peut même, ce n'est pas simplement activités génératives, des activités, choses-là, difficiles. Est-ce que vous savez qu'avec 5 000 francs, vous pouvez acheter de l'arachide, faire cuire ou frire cet arachide et commencer par vendre? Dans mon village, Dio, au poste de péage, lorsque vous allez à Parakou, à Savet, les bonnes dames qui vendent de l'arachide n'ont pas besoin de plus de 5 000 pour démarrer une activité génératrice de revenus. Lorsque vous voulez faire des beignets, au Bénin, on dit à Takotebiko, on a besoin de combien pour démarrer? On n'a pas besoin de 20 000. Il nous est arrivé, dans le cas du microcrédit à l'AFIA, quand on fait une sensibilisation, on a proposé 30 000 francs à une dame qui est au niveau des plaques. Pour ceux qui sont au Bénin, ils savent de quoi je parle. C'est une localité qui est également à moins de 40 km de Cotonou. La bonne dame achète et revend de l'ananas. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin de plus de 20 000 francs parce qu'avec 20 000 francs, elle a déjà chargé une bâchée d'ananas qu'on ramène au bord de la voie et 3 ou 4 jours après, elle a fini de revendre et le cycle reprend. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin de grands moyens pour entreprendre. Mais je voudrais revenir sur un aspect que j'avais souligné lors de ma première intervention dans ce webinaire. Et on vient de l'évoquer encore, vous l'avez évoqué comme une problématique, la violence économique. Elle se fait sous plusieurs formes. Lorsque nous faisons le microcrédit à l'AFIA, nous avons constaté ça dans certaines contrées. Dès lors que le mari sait que le moment est arrivé sur le compte de son épouse, si elle ne sait pas faire, elle ne pourra pas mener une activité. Passe-moi l'argent que tu as reçu là pour que je fasse ceci. Quelques temps après, quelques jours après, lorsque la femme va réclamer, ça peut dégénérer. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en sus de cette autonomisation, si nous avons un challenge, c'est comment concilier cette autonomisation de la femme avec la stabilité du foyer. Si mener une activité générative de revenus pour donner une autonomisation à la femme va conduire à détruire son foyer, c'est déshabiller Saint-Paul ou habiller Saint-Pierre. Et donc, dans le travail que Batonga a à faire, cet aspect-là doit être perçu, tout en se battant pour que la femme soit autonome financièrement, économiquement. Comment faire en sorte que cette autonomisation ne soit pas un frein ou bien ne soit pas une ouverture
pour détruire son foyer. C'est très, très Merci. important. Voilà quelques éléments que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Louis. Je vais rapidement, on est pratiquement à 4 minutes de la fin de notre webinaire, alors qu'on a tellement de questions dans le chat et tellement de mains levées. Je vais rapidement répondre à Monsieur Louis. Au sein de la Fondation Batonga, nous avons l'initiative Men and Boys and Engagement, où nous avons des champions pour l'égalité genre. Et ces champions-là sont dans les communautés et travaillent avec leurs pairs pour réduire ce que nous appelons la violence économique, pour amener leurs pairs, les leaders communautaires, à comprendre en fait la nécessité pour la femme d'être autonome financièrement. Je lis rapidement quelques commentaires et je donne la question à une autre participante. Ces commentaires nous viennent de la directrice pays de la Fondation Batonga. Je lis. L'autonomisation économique des femmes ne se limite pas seulement au fait pour une femme d'avoir une activité génératrice de revenus, mais à sa capacité, grâce à son pouvoir économique, de faire des choix idoines pour elle et sa famille, avoir vœu au chapitre dans les décisions familiales et communautaires, mais aussi à décider par elle et pour elle. Il y a également monsieur Roméo Chabi, qui est administrateur de projet. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense que l'autonomisation de la femme doit être un impératif pour nos gouvernements. La stabilité, l'épanouissement de la femme dans le foyer dépend aussi du pouvoir financier de cette dernière. Nous luttons contre les violences faites aux femmes. L'AF est une arme pour éradiquer, l'autonomisation financière est une arme pour éradiquer les violences faites aux femmes dans nos sociétés. Très rapidement, je vais donner la parole à Madame Afiavi. Madame Afiavi. Oui, bonsoir, Madame la modératrice. Bonsoir. Vraiment, je regrette que nous sommes à la fin, hein, mais je vous ai suivi avec intérêt. Je remercie tous les panélistes et surtout la Dada Huguette, la combattante, qui m'a envoyé ce webinaire que j'ai suivi ce soir. Et vraiment, je vais dire que moi, je suis institutrice et je vis dans le département du Koufo. Et ce que nous vivons en tant qu'activistes, ce n'est pas facile. Nous essayons quand même de travailler et sur les violences que les femmes subissent, mais ce n'est pas chose facile. Même les femmes intellectuelles, je vous dis, sont victimes de violences, que ce soit économique et verbale et tout. Et vraiment, ce matin même, j'ai eu la chair de poule avec une femme qui me racontait de sa vie. J'ai travaillé sur elle jusqu'à 12h30 avant de quitter. Le reste, c'est que je vais dire que nous avons du pain sur la planche. Nous remercions l'État béninois pour tout ce qu'il fait pour l'inclusion de la femme dans les instances et puis toutes les femmes qui mènent la lutte. Et moi, je vais attaquer la Dada Huguette pour la suite. Pour la suite. Nous avons vraiment besoin d'une synergie d'action pour que la victoire un jour soit nôtre. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Madame Afiavi qui avait un commentaire plutôt qu'une question. Nous sommes à 17h30 au Bénin et 16h30 au Sénégal. Donc, nous sommes pratiquement à la fin de notre webinaire. Nous remercions les participantes, les participants. Je vois encore beaucoup de commentaires dans le chat, beaucoup de questions non répondues. Je vais d'abord laisser la parole aux panélistes pour qu'ils et elles nous disent en fait leur mot de fin et nous pouvons revenir en fait sur les prochaines étapes. Donc, je vais commencer par le seul coq qui nous a dit qu'il était en minorité. Donc, je vais lui laisser la parole pour pour que l'égalité soit respectée. Monsieur Louis Biao, pour votre mot de fin. Ah, merci. Normalement, si vous respectez la tradition, dès que je finis de parler, personne ne doit plus parler, hein.
Donc, Comme nous voulons déconstruire les normes Madame socioculturelles, Atalaga, bien étant une combattante, une battante des causes des femmes, elle ne néglige jamais la tradition. J'ai introduit, je conclus. Hein, Madame Natacha? non, comme nous sommes en train de déconstruire les normes socioculturelles et nous avons parlé d'égalité tout au long de ce webinaire. S'il vous Donc, plaît, quand on va le faire, on ne va pas enterrer nos traditions. pas du tout. Ah. Pas du tout. Là, Et nous je sommes vous la- nous sommes dans un cadre professionnel et puis nous avons les bonnes pratiques traditionnelles et certaines mauvaises pratiques que nous voulons déconstruire. Dans tous les cas, c'est vous qui avez la police des débats. Je m'incline à vos décisions. Merci, Vraiment, merci monsieur. beaucoup pour Très bien. l'honneur qui m'a été fait de participer à ce webinaire. Et je dois dire que c'est vrai que, comme beaucoup de participants le regrettent, ça passe très, très vite. Ce n'est pas évident. Mais je voudrais remercier d'abord la Fondation Batonga pour l'honneur qui m'a été fait et à travers moi, l'honneur à tous les hommes. Je suis le seul parmi les panélistes. Mais également, je voudrais remercier mon aîné que j'ai suivi depuis ma tendre enfance. Vous connaissez de qui je parle, la cofondatrice de Batonga, Madame Angélique Kidjo, pour tout ce qu'elle ne cesse de faire dans le cadre de promouvoir la femme, pour la dignité de tout le travail qu'elle fait pour la dignité de la femme. Mais il y a une chose importante que je voudrais qu'il reste en termes d'éléments importants par rapport à ces échanges-là. L'autonomisation de la femme, pour l'autonomisation de la femme, ne sera que vaine. Il n'y aura pas d'autonomisation de la femme sans que l'homme y participe d'une manière ou d'une autre. L'homme participera peut-être juste par consentement et ça donne cet équilibre. Mais l'homme participera également en contribuant efficacement pour que cette autonomisation soit une réalité. Mais pour avoir une durabilité, une pérennité dans cette autonomisation, le consentement, une femme est au foyer, le consentement est important pour pérenniser cela. Et donc, autonomisation de la femme, oui. Dans le foyer, le consentement, la contribution de l'homme est une nécessité, pour ne pas dire une obligation, pour que nous puissions réaliser cette autonomisation qui nous est chère. Elle est importante pour nous, on n'a même pas le choix, elle s'impose à nous, parce que les réalités économiques nous l'imposent. Aujourd'hui, un homme ne peut pas tout faire dans le foyer. Hier, un homme ne pouvait pas tout faire, même si elle faisait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, encore plus, un homme ne peut pas tout faire. Donc, l'autonomisation de la femme, l'autonomisation économique de la femme, l'autonomisation financière de la femme est un impératif. Merci encore une fois pour l'opportunité que vous me donnez de partager. Et je vous remercie. Merci beaucoup à Monsieur Louis. L'autonomisation économique de la femme est un impératif. Il est impérieux pour la femme d'être autonome. Je garde en fait ces mots-là de Monsieur Louis aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Je vais laisser la parole à Madame Absa pour son mot de fin. Merci Natacha et merci Monsieur Biao pour cette intervention. On remercie également aux autres intervenants. Et mon dernier mot est que pour promouvoir l'autonomisation économique, il faut vraiment des initiatives de finances inclusives. Il faut une bonne collaboration entre les institutions financières, les organisations de la société civile, les gouvernements. Donc, tout cela est essentiel pour arriver à cette autonomisation. Et il faut également qu'on puisse développer des partenariats stratégiques donc, qui nous permettent d'établir et de concevoir, de mettre en œuvre des programmes, des politiques qui visent l'inclusion financière. Il nous faut également des produits et des services développés et qui soient adéquats, vraiment adaptés aux besoins de notre cible, assez spécifiques et avec des besoins assez particuliers,
que sont les femmes. Et en parlant de ça, je parle des taux d'intérêt qui soient abordables, l'accès également à l'ouverture de comptes bancaires, que ce soit accessible avec vraiment le minimum de frais à appliquer. La finance mobile est également un élément assez important qui facilite cette inclusion financière et qui promeut également la bancarisation. Donc, la formation qui vient en début et à la fin de toute intervention et qui me paraît également très cruciale. Donc, tout ce qui est formation, renforcement des capacités, sensibilisation, plaidoyer pour que les femmes aient accès à l'information, pour qu'elles savent ce qui se passe dans ce pays, et pour qu'elles sachent que le monde évolue, pour qu'elles sachent également qu'elles font partie de l'écosystème et qu'elles ont un rôle assez important à jouer. Donc, c'est sur ce que je vais m'en arrêter là et remercier tous les organisateurs de ce panel. Merci. Merci beaucoup, Madame Absa, pour ces points très importants. Je précise que Madame Absa est chargée de programme autonomisation économique des femmes à la Fondation Batonga au Sénégal et que très prochainement, on aura le plaisir de la voir sur d'autres fronts. Madame Huguette, pour son mot de fin, nous avons eu plusieurs personnes qui ont parlé de vous. Vous êtes connue au Bénin ici et on connaît en fait votre leadership, votre soutien aux femmes. Donc, je vais vous laisser mettre votre mot de fin. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, à la suite de Madame Absa, juste ajouter que la digitalisation va compléter tout ce qu'elle a dit pour que ça puisse faciliter la tâche à la femme aujourd'hui. Si tout est digitalisé, que ça soit au niveau de la base comme au niveau méso que je continue de soutenir, qui soutient la base, ça va faciliter la tâche à la femme. Ça lui permettra de gagner du temps sur toutes ses activités et de pouvoir mieux s'occuper de son foyer parce qu'elle a gagné du temps au niveau de son travail. Je voudrais remercier tous les participants, particulièrement ceux qui ont posé des questions. Les dames qui ont posé des questions et qui veulent bien m'avoir, je veux bien avoir votre numéro. Si vous avez le mien, écrivez-moi inbox. Parce qu'au niveau de Aouline, les dames sont là et elles suivent, elles sont aux aguets. Je voudrais dire à la Fondation Batonga un merci particulier. Un merci à ma grande sœur, Angélique Kidjo. Je la voyais il y a quelques années, mais je ne savais pas qu'elle avait mis en place un instrument assez puissant qui prend déjà toute l'Afrique. Un instrument assez puissant qui prend déjà toute l'Afrique. Et je viens proposer, dans le cadre de notre campagne sur la masculinité positive, un partenariat entre Aouline et la Fondation Batonga. Je sais que vous êtes déjà dans plusieurs pays. Et Aouline aujourd'hui est dans 33 pays déjà. Le 34e est en train de m'écrire là, c'est Madagascar. OK? On est dans 34 pays. Et je voudrais que Batonga et Aouline travaillent de façon sérieuse sur la masculinité positive. Je remercie déjà la directrice pays qui s'est engagée à nous accompagner lors du prochain forum sur la masculinité positive. Et je rassure M. Biaou que c'est comme ça que nous allons amener les hommes à pouvoir accompagner les femmes et qu'on ait la paix dans les foyers. Et je voudrais, en dernier lieu, dire que tout ce travail que nous faisons, si nous le gardons dans nos pays, on n'aurait rien fait. Raison pour laquelle je continue de dire à la Fondation Batonga que lors du CSW 68, qui va se tenir du 8 au 22 ou du 11 au 22 prochain à New York, au 22 mars, qu'on puisse continuer cette initiative et le plaidoyer autour de tout ce que nous faisons, qu'on puisse vendre toutes ces belles initiatives et préparer ensemble le CSW 69. Voilà les mots que je voudrais dire à votre endroit tout en vous félicitant encore pour cette belle initiative. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Nous allons continuer la bataille et à tous ceux qui m'ont salué dans le chat, je vous dis infiniment merci. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne la force de continuer cette bataille. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Huguette. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait.
Nous allons laisser la parole à la directrice exécutive de la Fondation Batonga pour clôturer ce webinaire et après venir un peu sur les différentes étapes à venir. Madame Kodou. Merci beaucoup, Natacha. J'aimerais dire vraiment un très, très grand merci à nos panélistes, Madame Huguette Logan, Monsieur Louis Biayo et Madame Absagui. Très vraiment des contributions pertinentes, éclairantes et qui ont campé aussi bien le décor au niveau des politiques et au niveau des pratiques, au niveau communautaire comme au niveau national. Je crois que vous nous avez partagé vraiment de beaux exemples de réussite également, de bonnes pratiques. Et j'ai vu déjà pendant la séance des échanges d'informations et qui pointent en tout cas du doigt que des conversations ont été enclenchées et pourront être continuées après cette séance. Et Madame Huguette, qui de façon très pragmatique a non seulement partagé ses coordonnées, mais nous a appelé également à réfléchir ensemble pour une collaboration par la suite. Nous ne manquerons pas de relayer vos remerciements et vos salutations à Madame Kidjo, mais tout comme avec Monsieur Biayo, mais nous serons ravis également de continuer la conversation avec vous pour voir dans quelle mesure on peut coordonner nos efforts pour arriver à ce résultat que nous voulons tous, l'autonomisation effective et durable des femmes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial, qui permettra à toute femme en Afrique de pouvoir s'épanouir et de pouvoir réaliser ses aspirations personnelles, également avoir un impact dans sa communauté. Donc, vraiment un grand, grand merci à Madame Ella Wama pour avoir encore, dans le cadre de nos voix comptes et en amont du 8 mars et en amont de la CSW 68, initié avec son équipe cet échange, cette séance très riche en enseignements. Merci beaucoup à Natacha pour avoir organisé vraiment, facilité cette séance, des questions pertinentes, beaucoup d'entrain et d'énergie. Vraiment très belle prestation. Et merci à tout le monde à Batonga Bénin, Batonga Sénégal, mais particulièrement à toutes ces participantes et qui ont suivi de façon très, très engagée et pour les questions et pour les réflexions. Nous vous disons merci encore à une très, très prochaine fois. Et je repasse la parole à Natacha pour vous donner un peu une idée de la suite. Nous vous attendons encore très, très nombreux très bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Merci beaucoup à la directrice exécutive de la Fondation Batonga pour son mot de fin. Pour ce webinaire, nous avons eu beaucoup d'inputs et nous savons qu'investir dans l'autonomisation économique des femmes à travers la finance inclusive est non seulement une question de justice sociale, mais aussi une porte d'accès aux services financiers à travers des initiatives telles que la microfinance, les banques communautaires, qui jouent quand même un rôle essentiel en leur offrant un accès aux ressources financières nécessaires pour l'entrepreneuriat féminin. Nous avons plusieurs initiatives qui viennent. Donc, dans le chat, vous avez déjà les liens vers nos plateformes sociales, vers notre site Internet, mais également le 6 mars prochain, en prélude à la Journée internationale des droits de la femme, nous organisons un autre webinaire parce que là, nous avons vu plusieurs questions, plusieurs commentaires et je sais que ce thème-là, c'est un thème assez vaste.
Donc, le 6 mars prochain, nous aurons le plaisir de discuter encore davantage, d'approfondir ce thème qu'est l'autonomisation économique des femmes. Le lien est déjà dans le chat, donc nous vous exhortons à vous inscrire à ce webinaire qui vient. Et également, nous avons plusieurs initiatives au sein de nos communautés, comme des foires communautaires pour montrer à la face du monde, à la face des communautés, les réalisations des femmes avec leurs produits et leurs activités génératrices de revenus en compagnie des hommes champions. Tout à l'heure, Mme Akrogan parlait de la masculinité positive. C'est une thématique transversale pour tous nos programmes au sein de la Fondation Batonga. Donc, avec les champions engagés genre, pour l'égalité genre, nous organisons des initiatives en prélude à la Journée internationale des droits de la femme au sein de nos communautés. Nous prévoyons également des journées scientifiques, et ça, c'est au Sénégal, des journées scientifiques où nous aurons aussi des femmes entrepreneuses qui vont partager leur expérience avec nos participantes. Nous avons des campagnes digitales où nous donnons la voix aux femmes de s'exprimer, de donner en fait leur perspective, leurs rêves à la face du monde. Donc, suivez-nous, abonnez-vous à nos canaux digitaux et visitez nos sites pour qu'on puisse rester ensemble, pour qu'on puisse rester mobilisés, pour qu'on puisse porter ensemble les voix des femmes africaines afin qu'elles puissent avoir l'autonomisation économique durable dont nous rêvons tous et toutes. Sur ce, je voudrais vous remercier. Remercier particulièrement les participants et participantes qui sont restés actifs et actives tout au long de ce webinaire. Vraiment, merci à vous et nous comptons sur vous pour le 6 mars à venir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à M. Biao pour ces réflexions très percutantes. Merci à Mme Huguette pour ce qu'elle est. Nous la connaissons. Elle faisait partie aussi de mes modèles de femmes au Bénin quand je suivais la télévision nationale. Merci à ma chère collègue Absa du Sénégal. Absa, on se retrouve en fait sur d'autres fronts tout à l'heure. Et un grand merci à la directrice pays, Madame Ella Wama, qui est restée active tout au long de ce webinaire, au directeur chargé de programme, de la qualité des programmes, M. Owens Djokwe, et un grand merci à la directrice exécutive qui, malgré ses occupations, est restée tout au long de ce webinaire. Merci à vous. Et, Madame Natacha, oui, Madame Huguette. je vous suggère, vous prenez une photo de famille, vous l'avez oublié peut-être. Ah oui, ça c'est très important. Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander de mettre vos photos et je demande à Boris. Boris, s'il te plaît, il faut mettre les participants et participantes en tant que panélistes pour qu'on puisse avoir une belle photo de famille. Ça va nous prendre quelques secondes, quelques minutes. Boris, c'est bon? Ça peut aller? Boris, tu nous entends? Si ce n'est pas le cas, je vais commencer déjà par prendre les photos des panélistes qui sont là. Donc, on va dire cheese. 1, 2. OK, ça, c'est la première prise. Super. Ah, je reprends. Ah oui. Super. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à Mme Huguette Akrogan pour ce rappel très important. Merci. Donc, on se dit la semaine prochaine, je pense, non, le 6 mars prochain, pour le webinaire qui vient. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Merci. Et bye. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci. Merci et bonne soirée à tous.